Alors bonjour à tous, je m'appelle Alexandre Duclos, je suis anthropologue et Sophie Porot-Delpech m'a demandé d'intervenir dans ce cours pour vous parler d'engagement et pour vous parler du mien. Bon. Alors, j'enseigne ici depuis 13 ans, donc j'ai des mauvais réflexes de prof, donc plutôt qu'un simple témoignage sur qu'est-ce que c'est que mon engagement, etc., etc., je ne vais pas pouvoir m'empêcher d'essayer de vous faire un cours, un petit peu. J'espère que vous ne m'en voudrez pas. Et donc au moins vous livrez les quelques réflexions qu'a pu m'inspirer la question de Sophie Porot-Delpech, à savoir est-ce que tu veux bien venir parler de l'engagement que tu fais dans tes conférences de traverse et la... Enfin bref. Pour vous donner déjà tout de suite l'idée d'où on va, je vais vous raconter en fin de cours, et progressivement au milieu du cours, l'espèce de nouveau métier que j'ai inventé à travers un engagement, une façon de faire de l'anthropologie qui est assez rare et qui correspond à mon engagement, et un engagement par rapport à une espèce de fiction qui est un pays rêvé, qui a un sens commun rêvé auquel on a envie de rendre des comptes, je vous en parlerai, qui a des dimensions politiques aussi, dont je vous parlerai aussi. Mais avant d'aller vers tout ça, j'ai envie vraiment de vous faire comprendre comment se laisse ressentir, de mon point de vue, un engagement. Ressentir et théoriser, dans cet ordre-là. D'abord ressentir, puis théoriser. Et moi j'ai envie de vous parler de l'engagement d'abord comme des rails. C'est-à-dire quelque chose qui va quelque part et qui sert de guide, mais qui vous empêche aussi d'aller sur les côtés, en quelque sorte. Donc j'ai envie de... Voilà. On commence à parler de l'engagement comme de rails, c'est-à-dire comme un système d'obligations dans lequel on entre, dans lequel il est extrêmement difficile de sortir. Premier point. Deuxième point, ces rails engagent deux choses extrêmement importantes, le corps et l'identité. À travers votre engagement, vous engagez toujours d'une manière ou d'une autre, et on en parlera sous différentes formes, votre corps, et par ailleurs, la façon dont vous vous représentez vous-même. Et il va de soi que l'engagement nécessite l'existence de quelque chose comme un moi. Pour pouvoir parler d'engagement, il faut qu'on puisse parler de quelqu'un qui puisse prendre la responsabilité pour soi de s'engager à. Donc, on reprend, on a des rails, c'est-à-dire une contrainte, une chaîne d'obligations qui engage aussi bien le corps que le moi, et par ailleurs, donc qui entre dans le processus de création d'identité, et que je voudrais traiter toujours à la fois comme une déviance et comme un excès. L'engagement, c'est toujours... Alors, essayez pas de regarder l'engagement comme quelque chose de strictement positif ou négatif, d'ailleurs ça n'a pas de sens. Néanmoins, il faut regarder l'engagement comme un excès et une déviance. Un excès, c'est-à-dire une action qui a quelque chose de plus que le régime des actions normales. Voilà, tout simplement. On va définir comme engagement une manière d'agir qui excède l'action normale. Et déviance, exactement dans le même sens. Déviance en ce sens que un engagement est une action qui se distingue, qui est exceptionnelle. Et vous allez voir, c'est là qu'est l'astuce, comme n'importe quelle déviance en sciences sociales, si toutefois vous avez lu Outsider, les déviants de Becker, on va considérer une déviance à partir d'une reconnaissance extérieure. En d'autres termes, un engagement, on reprend, c'est un système d'obligations, des rails qui engagent le corps et un moi, un individu qui se représente pouvoir prendre cette responsabilité, mais qui n'existe que si et seulement si l'engagement est reconnu en tant qu'engagement. Quelqu'un qui a une pratique extraordinairement investie dans la collecte de timbres abîmés pour les offrir aux grands crapauds de la République, il va apparaître pour un fou. Le même qui fait ça et qui les vend pour donner l'argent aux pauvres va apparaître pour un saint dans un engagement, etc., etc. Et la limite est parfois infinitésimale. Donc, regardez bien ce double mouvement. On a un système d'obligations, donc l'engagement c'est à la fois une expression de liberté, où le moi se réalise, se singularise, etc., d'accord, très bien, qui engage le corps. C'est aussi d'abord et avant tout une chaîne de contraintes, qui demande, pour qu'on puisse le considérer comme une catégorie sociale, la notion de moi, que la notion de moi soit développée. Vous allez voir d'ailleurs pourquoi, quand je vous raconterai l'histoire de la naissance
du mot engagement. Et qui par ailleurs demande une reconnaissance. Et en fait, quand je parle de reconnaissance de l'engagement, il y a une double reconnaissance qui est nécessaire. Reconnaissance du point de vue de la société, tel type d'action va être reconnu comme étant un engagement et pas un loisir, par exemple, mais aussi à l'intérieur du groupe. On peut tout à fait être refusé dans l'engagement qu'on voudrait prendre. On peut vouloir s'engager, aller vers un groupe pour s'engager, et ne jamais y être reconnu comme quelqu'un s'engageant réellement. Parce qu'on n'a pas les bonnes manières de faire, on n'a pas les bonnes manières de dire, on n'a pas le bon ethos, on ne se comporte pas bien, etc., etc. Et donc on apparaîtra comme un marginal au sein du groupe engagé. Bien. Alors, je parle depuis combien de temps, moi déjà? Ça va. Ouf. Comme je trouvais un tout petit peu exorbitant de parler de moi et du métier que j'ai construit dans une période de mouvement social à l'université où les étudiants ont bien d'autres chats à fouetter que de savoir quelles sont les lubies personnelles des enseignants qu'ils ont face à eux et elles. Du temps où j'enseignais en amphi, j'avais l'habitude de jeter des craies sur les retardataires, c'était chouette. Non, mais c'est bien sûr, voyons, complètement rétrograde comme pratique. Et je me suis dit, tiens, pour commencer à réfléchir ensemble à cette notion d'engagement et pour illustrer ces points importants, bonjour, que sont et ça d'un seul coup fait perdre mon fil. Ces points importants que sont le système d'obligation, c'est-à-dire les rails qui engagent le moi, le processus d'identification, le corps, et qui implique un double processus de reconnaissance, à l'intérieur du groupe, à l'extérieur du groupe engagé, je me suis proposé de prendre un truc tout bête et qu'on entend partout en ce moment et qui en est une espèce de figure de l'engagement aujourd'hui. Que vous ayez participé ou pas au mouvement social en cours contre la LPPR et contre la réforme des retraites, que vous ayez été auparavant gilet jaune, ou on va le voir supporter du RC Lens, vous allez voir pourquoi. Vous avez tous dû au moins entendre, au moins dans les médias, la fameuse chanson « On est là ». Vous l'avez déjà entendu partout. On est là, même si Macron ne veut pas, nous on est là pour l'honneur des travailleurs et pour un monde meilleur, même si Macron ne veut pas, nous on est là. Bon. Nous, on est là. On est là. On est là. On est là. Et ça m'a marqué parce que c'est dans le fond l'affirmation sur la place publique d'un engagement sous sa forme la plus simple. Voilà. C'est-à-dire non pas un espèce de nous beaucoup plus élitiste, voilà, on est où? On est là. Voilà. Ça paraît bête, mais néanmoins, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie, nous, en tant que citoyens qui réclamons des droits à avoir des droits, nous sommes là. En d'autres termes, nous refusons de nous effacer dans une position où nous serions des êtres fonctionnels, comme d'habitude à la tâche, comme d'habitude dans la circulation, etc. On se tient là, on est là. Et c'est en quelque sorte la forme de subjectivation la plus simple qu'on puisse penser. Et bon, moi je l'ai chanté relativement régulièrement. Ce qui me frappe dans cette chanson, c'est qu'elle est au présent. Ce qui est très mensonger. On est là. C'est comme si c'était un engagement par la simple présence et la revendication de la reconnaissance de son statut de sujet politique, et pas simplement d'agent économique et technique. Bon, cette affirmation-là, comme si elle pouvait exister de manière épiphanique. Au moment où je suis là, je dis que je suis là et ça suffit. Eh bien non. Eh bien non. Là, vous voyez qu'on voit comment ça procède d'une forme d'identification, ça porte une certaine identité, l'honneur des travailleurs. Au départ, c'est un chant de supporters de football, c'est pour ça que je parlais du RC Lens. Mais ça a été repris et travaillé par des cheminots, et c'est devenu d'abord pour l'honneur des cheminots, et puis maintenant, c'est celui des travailleurs. Bon, alors ça travaille l'identité, ça engage le corps. Le fait de rester là, au milieu d'une charge de CRS, vous voyez bien que c'est effectivement engager son corps, par exemple.
Mais vous voyez aussi que, ça s'est manifesté très très fortement dans les ronds-points, mais ça se manifeste encore aujourd'hui dans les manifestations, cet engagement-là, affirmé dans cet hymne-là, c'est pas quelque chose qui peut exister de manière épiphanique. On y engage son corps, on y engage son identité, et on y reste. On entre dans des rails, il devient extrêmement difficile de ne plus se mobiliser. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc c'est à la fois l'affirmation, une projection dans un engagement, et simultanément ce sont des rails. Bon. Et par ailleurs, des signes de reconnaissance qui ont varié dans la société, autour des gilets jaunes et des personnes mobilisées. Bien. Alors voilà, ça c'était en quelque sorte un avant-propos, un genre de prologue. Maintenant, je vais avancer, et puis on consacrera la dernière demi-heure de cette petite séance. Et je me rends compte que je ne parlais pas dans le micro. Ça va, vous entendiez ? Ouf. Bien. Ah oui, là, d'un seul coup, c'est beaucoup plus professoral. Bien. Alors, je vous ai donné une espèce de cadre, c'est-à-dire la définition que j'entendais apporter à la notion d'engagement. Maintenant, je voudrais faire un pas supplémentaire et essayer de comprendre ce qui distingue l'engagement comme fait social. Voilà. Qu'est-ce qui distingue l'engagement de la somme des tout petits engagements qu'on prend dans la vie de tous les jours ? Par exemple, j'ai pris un café, au café. Moi, je commande un café, au café. Je m'engage implicitement à payer mon café avant de partir. Et pourtant, on ne parlera pas d'engagement, ça serait ridicule de parler d'engagement pour dire ça. Bon. Je pense que la forme la plus triviale d'engagement qui existe, pour laquelle j'ai une sainte horreur, c'est celle que manifestait mon papa quand j'étais petit, et il disait toujours « on finit ce qu'on a commencé ». Ce qui veut dire que si, par exemple, vous avez commencé à laver un verre, il faut faire toute la vaisselle. Vous voyez, cette façon de penser. Quand on commence quelque chose, on le finit. Une espèce d'engagement qui garantit à qui que ce soit avec qui vous avez des interactions sociales que vous êtes un individu fiable qui va poursuivre son action jusqu'à son terme. Et pourtant, on ne parle pas d'engagement pour ça. Bon. On va commencer à parler d'engagement, par exemple, pour un mariage. Ça reste dans l'ordre de la banalité, de choses qui arrivent à des tas de gens qui ne sont pas engagés du tout, mais néanmoins, c'est un engagement. On s'engage à un certain nombre de choses. Bon. Alors, à quel moment est-ce qu'on va pouvoir dire il y a une distinction, je pense que ce qui en fait la substance, c'est cette notion d'excès et de déviance. Un engagement, c'est tout simplement quelque chose auquel on s'engage et qui apparaît d'une certaine manière exorbitant. En tout cas, qui permet de distinguer. Voilà, donc je voudrais vraiment qu'on revienne à ça. C'est essentiellement ce dont je veux vous parler aujourd'hui. L'engagement comme excès et comme déviance. Et ça a son importance parce que quand on va vous reconnaître en tant que personne engagée, on va simultanément vous reconnaître comme personne déviante et excessive. Bon. Et ce cadre-là va peut-être m'aider un peu, me servir à vous raconter, voilà ce que m'a demandé Sophie, c'est-à-dire vous parler de mon métier d'anthropologue aujourd'hui comme forme d'engagement. Bon. Alors, il y a 2 ans, Sophie m'avait demandé la même chose, d'intervenir ici pour parler à vos prédécesseurs de l'engagement. Et j'avais choisi de parler de ce qu'était mon combat à l'époque. Heureusement, ça a évolué depuis. Et vous allez voir, c'est tout bête pour un anthropologue, mais mon combat à l'époque, c'était que on respecte la parole des personnes interviewées. Et donc, que dans ma pratique professionnelle, quand je vais répondre à des contrats de recherche, à des institutions qui me demandent de faire sortir une parole d'un groupe, on respecte la parole des personnes interviewées. Et pour ça, ça prenait 2 choses.
D'abord, évidemment, qu'on respecte les verbatims, c'est-à-dire que quand quelqu'un a dit « je ne veux pas qu'on installe une centrale nucléaire », on transmette « je ne veux pas une centrale nucléaire » et pas « il y a peut-être certains leviers d'opposition qu'on pourrait lever de telle ou telle manière ». Voilà, vraiment, je vous parle bien concrètement. Et puis surtout, aussi et surtout, au début, laisser les questions ouvertes. Laisser les questions ouvertes, c'est-à-dire laisser de l'indéterminé, laisser de l'incertitude. Je ne vais pas obtenir dans l'entretien ce que je suis venu chercher, je viens rencontrer une personne et lui proposer mon questionnement. Voilà. Et ce qui est extrêmement amusant, si vous voulez, c'est que ce petit point extrêmement anecdotique de la manière dont on peut tenir à son métier, c'est quelque chose d'extrêmement excluant en réalité. On va se retrouver, par exemple, tiens, je ne sais pas, ça a été le cas, à ne plus du tout pouvoir faire de projets financés par l'Union européenne, par exemple. Parce que dans ce cadre de recherche-là, on va avoir des modes standardisés de questionnaires. Vous n'avez pas à écrire vos questions, vous pouvez simplement les adapter. Des questions qui sont systématiquement fermées et qui permettent de faire dire au terrain exactement ce qu'on veut lui faire dire, c'est-à-dire que ça valide la technologie, en gros. Je schématise. Et donc, si vous voulez, d'un simple point de vue dans lequel l'anthropologue pose sa sensibilité, moi, j'aime pas entrer en contact avec quelqu'un et pas l'entendre, pas l'écouter profondément. Je ne peux pas faire ça. Ou alors je lui dis, tenez, on triche, on fait ce questionnaire, on le bâcle, et puis ensuite on le pose et on va boire un café et on parle. Donc je suis structurellement incapable de faire mentir comme ça des entretiens. C'est pas ma sensibilité, quoi. Voilà, et ça finit par être, dans le champ professionnel, une prise de position radicale. Donc, j'avais parlé à vos prédécesseurs simplement de l'engagement dans ce cœur du métier d'anthropologue, qui est un tout petit moment, mais qui est vraiment le cœur, du moins de mon point de vue. Alors cette vidéo, enfin parce que j'ai filmé ce truc, cette vidéo est en ligne sur ma chaîne YouTube, donc elle est disponible, j'ai pas envie d'y revenir, c'est pas de ça dont je parlerai aujourd'hui. J'ai envie, en fait, de vous montrer, dans le fond, toutes ces dimensions de l'engagement dont je vous ai parlé précédemment, dans ce qui est devenu mon métier d'anthropologue aujourd'hui, de manière générale. Et il se trouve que ce dont je vous parlais il y a un instant, c'est-à-dire la possibilité de participer à des projets européens, etc., ça aboutit à la construction d'un nouveau métier, un nouveau positionnement dont je voudrais vous parler maintenant. Bon. Alors, ce nouveau positionnement, de manière générale, vous allez voir, vous allez avoir l'impression d'entrer dans un rêve. Parce que ça paraît complètement irréel d'imaginer qu'on puisse le faire et qu'en plus ce soit bien payé. J'ai appelé ça les conférences de traverse. Bon. Alors, les conférences de traverse, qu'est-ce que c'est ? C'est tout bête, hein ? C'est une manière d'écrire après chaque terrain. Là, c'est le départ. Ce que j'ai pu ressentir et penser à partir des paroles qui m'ont été livrées dans le travail. Et puis ensuite, d'en faire une conférence et d'aller la donner à l'endroit qui l'a produite d'une certaine manière. Mettre ces conférences en discussion dans un bouquin et puis en les publiant sous format vidéo. Et puis progressivement être appelé par des territoires à venir faire ce travail-là d'interview et de discussion. Ah, c'est très marrant, par exemple, à Noël, j'avais été invité à faire une conférence sur l'héritage jaurétien du pays carmosin par un groupe qui s'appelle Les Jours Heureux, qui est un groupe de militants de la France Insoumise qui m'a invité à venir parler de leur pays comme ça. Et puis donc on a eu une discussion où j'ai causé pendant peut-être 1h15 et ils ont pris le crachoir, on s'est engueulé et on a discuté joyeusement pendant 3 heures. Et là, je viens de recevoir une très très charmante proposition à réfléchir avec eux à une espèce de démarche municipale pour réfléchir à ce que pourrait être un bonheur en commun. Qu'est-ce que c'est que le bonheur de vivre ici ? Qu'est-ce que c'est que... Voilà. Qu'est-ce qui pourrait être un idéal commun formulé et à poursuivre ensemble. Bon. La prochaine conférence de traverse sur invitation, comme ça, elle aura lieu à Villeurbanne. Mais il se trouve que j'en ai fait aux 4 coins de la France, que ce soit sous format écrit ou en discussion, et que ça devient à la fois ma source d'activité principale, ce que je fais, ma source de revenus
principal. Non pas directement parce que les gens qui m'inviteraient me paieraient, je ne demande pas de rémunération pour les conférences elles-mêmes, mais il y a deux revenus qui viennent de là. D'une part, j'en suis en train d'en faire un bouquin et si je le vends, voilà, ça fera des sous. Mais par ailleurs, et surtout, cette connaissance du pays, cette connaissance du terrain qui devient relativement exceptionnelle, évidemment qu'elle peut être exploitée par des gens qui vont me payer. Par exemple, une municipalité qui me dit, qu'est-ce qu'on peut faire pour aller mieux ? Des bailleurs sociaux qui me disent, tiens, comment est-ce qu'on pourrait faire pour construire des logements sociaux qui ne produisent pas du malheur ? Des choses comme ça. Voilà. Alors, à ce moment-là, il faut que je vous éclaire sur un point. C'est terrible parce qu'à force de faire des conférences de traverse, vous voyez, c'est ça les rails. J'écris de plus en plus les interventions, et comme je reviens ici, je fais mon prof, au lieu de faire la conf, etc. Et donc j'ai complètement perdu tout le fil de mon texte. Aucune forme d'importance, puisque on peut avoir des engagements parallèles. Je ne cesse pas de m'engager à enseigner ici, alors que c'est une aberration économique, et que comme la plupart des précaires ici, je perds de l'argent à enseigner, mais les réflexes sont là encore. Oui, non, j'ai oublié de vous dire une chose très simple. En fait, engagement au début, vous savez ce que ça veut dire ? C'est un esclave qui arrête d'être esclave, c'est un esclave affranchi qui s'engage auprès de son maître à travailler. En quelque sorte, comme on dit, vous savez, chasseur à gage, tireur à gage, qu'on parle de gage, c'est tout simplement, le gage ici désigne le salaire. Et en fait, l'histoire du mot engagement vient de là. Mais c'est vrai qu'il est troublé par une espèce de plurivocité, parce que l'engagement, c'est à la fois un contrat, c'est une promesse, c'est un investissement particulier dans le travail qui peut être vu positivement, qui peut faire l'objet d'une propagande. Le stakhanovisme, c'est quoi ? C'est l'image du travailleur engagé. On a à peu près la même chose avec le start-upper aujourd'hui. On a toute forme d'engagement citoyen, religieux, politique, écolo, tout ce que vous voulez. C'est le début d'un match de football, par ailleurs. Donc c'est vraiment un mot qui va partout, qui a une plurivocité. Moi, je ne veux en parler que sous les modalités précédemment décrites, c'est-à-dire les rails qui engagent l'identité, le moi, le corps, et qui fait l'objet d'une double reconnaissance, qui est à la fois un double risque, par le groupe engagé et par la société en général. Bien. J'avais préparé des tas de pages pour vous raconter comment est-ce qu'il pouvait être impossible parfois de s'engager dans tel ou tel mouvement, parce que pour incompatibilité profonde, mais j'ai pas le temps. Donc, j'en viens, terrible, c'est la demi-heure, je vais commencer à vous parler donc de ces conférences de traverse et de comment moi j'en suis arrivé là. Plus précisément, je suis diplômé de Sciences Po, j'ai 2 doctorats, un en philo, un en socio, j'ai fait l'essentiel de ma formation ici. Je ne suis pas prof à la fac, je ne travaille pas pour une entreprise, j'ai monté ma boîte et je fais l'essentiel de mon activité sur un modèle que je ne connais pas, que je n'ai jamais vu. Qu'est-ce qui a pu m'emmener là ? Je le fais au nom, effectivement, intimement, d'un engagement pour des choses qu'en tant qu'anthropologue, je sais très bien être des fictions. Par exemple, j'ai l'impression de rendre service au pays. Vous imaginez une espèce d'aberration, de truc d'égo complètement démesuré. Pire, j'ai l'impression que le pays attend ça de moi. Vous vous rendez compte, l'espèce de mouvement délirant. Et alors, en plus, non seulement il attend ça de moi, mais moi, je suis fait pour ça. C'est une vocation. Je ne saurais pas faire autre chose que de faire parler chaque petit pays en France et d'essayer de comprendre pourquoi on est encore quelque chose plutôt que rien. Et comment se fait-il qu'un pays aussi détruit tout azimut, s'aime encore un peu et tient encore un peu debout. Voilà. J'ai l'impression que j'ai l'impérieux devoir de faire ça. Et en plus, j'arrive à gagner ma vie avec ça. Bon, c'est pas anecdotique, parce que si j'y arrivais pas, je ne pourrais pas le faire. Donc, en gros, ma question, ce que je vous propose d'explorer là à travers mon parcours, c'est comment ça se fait que je sois devenu ça ? Par quelle série d'engagements successifs, par quels rails, qui sont aussi des exclusions, qui sont aussi des formes de rejet, qui sont aussi des impossibilités de faire ceci ou cela. Comment est-ce qu'on en arrive là et par quel petit ricochet ? Et je vous le présente honnêtement, ce parcours, à la fois comme risque et comme opportunité.
Opportunité parce qu'en ce qui me concerne, je suis heureux, je gagne bien ma vie, je suis épanoui, et je vis ça essentiellement comme une forme d'émancipation. Mais enfin, vous allez voir qu'on passe par un certain nombre de risques que socialement on n'a pas forcément envie de jouer, par exemple quand on joue son capital universitaire en vue d'obtenir un métier. Voilà. Bien. Et j'avais envie d'introduire cette partie-là en vous racontant une histoire. Vous connaissez la chanson de Brassens, Heureux qui comme Ulysse? Oui, hein, heureux qui comme Ulysse, ça fait un beau, tout ça, tout ça. Et à la fin, il revient. Eh bien, ça, c'est pas vrai. Voilà, je voulais commencer par cette image frappante. En fait, ce que ne dit pas la chanson, Heureux qui comme Ulysse, c'est qu'en fait, on ne revient pas. On ne revient pas d'un engagement. Voilà. Pour entrer dans le récit de mon histoire et de mon engagement, je voulais vous dire ceci. Voilà. Il y a cette structure dont je vous ai parlé, de ce qui détermine pour moi l'engagement, et il y a ce point supplémentaire que j'ajoute comme un témoignage, on n'en revient pas. Et d'ailleurs, puisque nous sommes à la Sorbonne, n'est-ce pas? Ce que n'indiquent pas ces locaux d'une couleur encourageante. Faisons dans les belles lettres, n'est-ce pas? Et parlons de l'histoire d'Ulysse. Si vous lisez l'Odyssée, n'est-ce pas? Vous apprendrez qu'en fait, quand Ulysse revient, il rencontre un certain nombre d'épreuves, parce qu'il faut qu'il se fasse reconnaître de son fils, de son chien, de sa nounou, de sa femme. Il y a un certain nombre d'étapes qui lui permettent d'être reconnu, mais c'est pas encore fini. C'est pas encore fini. Quand il est arrivé, il doit repartir. Il doit repartir, et il doit repartir avec une rame sur le dos pour aller dans un pays. En gros, il aura le droit de s'arrêter et de revenir quand il arrivera dans un pays où on lui dira « Ah tiens, voilà une belle pelle à vanner les blés », au lieu de lui dire « Tiens, qu'est-ce que tu fous avec une rame sur le dos ?» Donc on lui dit en fait, pour te purifier vraiment de toute ton aventure, il faut que tu arrives dans un endroit où on ne te reconnaîtra plus du tout, même pas en tant que marin, où aucun de tes signes de reconnaissance réciproque ne fera sens, aucun de tes symboles ne fera sens. Bon, donc tout ça pour illustrer, pour donner des couleurs à cette simple proposition, hypothèse, affirmation tirée de mon expérience. On ne revient pas d'un engagement. Voilà. Ça laisse toujours des traces. Ça laisse toujours des traces. Et en quelque sorte, on ne sort pas totalement des rails qu'on a pris en s'engageant. Cette habitude de triturer la signification d'un mot avant de commencer un exposé, c'est quelque chose que je tiens de mon doctorat en philo, du parcours que j'ai fait avant et de l'espèce de fierté que j'avais d'être philosophe, d'être quelqu'un qui boite et qui s'arrête toujours sur l'essence des mots. Je ne peux pas vous parler de moi sans décomposer pendant 3 plombes la signification d'un mot, parce que j'ai eu ces rails-là, et que dans le fond, ces rails font partie de l'engagement. Bien. Alors, je pense que maintenant, il faut que je plonge, hein, voilà, il faut que je vous parle de mon parcours. J'ai pas envie, mais c'est marrant, je le vois, hein, je freine, mais bon, il n'y a plus que ça à faire. Donc, comment je suis arrivé là? Bon, moi je suis un enfant de la bourgeoisie culturelle française et grecque. Mes 2 parents ont un doctorat, et donc moi j'en ai 2. Voilà. C'est quasiment un effet mécanique, ça n'a aucune forme de gloriole à mettre là-dessus, c'est littéralement de l'héritage. Enfin, on ne peut pas être sociologue et pas mentionner ça, quoi. Enfin, ça serait ridicule. Donc j'ai été élevé dans une famille avec des livres partout, où il n'a jamais été problématique, soit de me donner des petits cours de maths, je sais pas, quand j'étais petit on jouait au jeu des capitales avec ma maman, ou alors on jouait à faire des racines carrées, enfin j'avais le droit d'ouvrir tous les bouquins, et naturellement j'autorise 2 choses à ma fille qui a 1 an, elle a absolument le droit d'ouvrir tous les bouquins, de demander à n'importe quelle heure que je lui lise un bouquin, parce que c'est pas les lire évidemment, et de jouer de ma guitare, ce qui est un autre pari sur l'impossible. Donc voilà, j'ai cet héritage-là, donc naturellement, j'ai fait des études, prépa, etc. Comme n'importe quel bourgeois culturel, j'ai fait ça avec beaucoup de libéralité, en étant assez débonnaire, en choisissant plusieurs trucs. Alors il n'y avait pas de bilicence à l'époque, mais enfin je faisais une licence de philo en même temps que je préparais Sciences Po, j'ai eu Sciences Po, j'ai fait cette espèce de club de riches. Et là,
les choses intéressantes commencent. Là, les choses intéressantes commencent. Il se passe deux choses la même année. On me propose, au sortir de Sciences Po, de rentrer dans le club de riches, de plusieurs manières. Soit en étant financé pour un doctorat, soit en étant... c'était quoi? C'était adjoint au maire au sport d'une ville de plusieurs dizaines de milliers d'habitants. C'est un petit con qui sort de l'école. Hein. C'est soit en devenant adjoint à la communication d'un groupe à la mairie de Paris. Donc voilà, au sortir de l'école, on me propose... Et pour des raisons honnêtement de petits branleurs de l'époque, je ne sais pas très bien pourquoi, hein, j'ai pas envie. J'ai pas envie. Et il se trouve que j'ai rencontré à la Sorbonne Sophie Porot-Delpech qui m'a dit « Ah tiens, tu voudrais pas faire un peu de sociaux ?» Alors, ouais, pourquoi pas. Mais en fait, non. Et donc, moi, je propose un sujet de philo, de thèse de philo à un directeur qui me dit bah non, jamais de la vie, c'est un truc, vous êtes complètement délirant. Ça s'appelait les formes modernes de cosmopolitisme. Je voulais travailler sur comment, dans chaque ville, enfin, dans plusieurs villes, on élabore socialement, la plupart du temps inconsciemment, parfois consciemment, ce que j'appelais le théâtre de l'action sociale, c'est-à-dire une définition de l'humain, une définition du monde. Comment ça, là, comment ce truc élémentaire qui nous sert de scène de l'action, comment ça se définit? Bon, alors, comme les philosophes n'ont pas voulu de moi, je suis allé chez les sociologues et je me suis retrouvé à faire un doctorat de sociaux en posant mes questions, non pas théoriquement dans les bibliothèques, mais en allant à Pristina, à New York et au Kosovo. Pristina, c'est la capitale du Kosovo. À New York et à Alexandrie, c'est-à-dire 3 villes récemment bouleversées, aller poser des questions. Qu'est-ce que c'est que le monde pour vous? Comment est-ce qu'on en discute? Comment ça vous est enseigné? Qu'est-ce que c'est que la définition de l'humain? J'ai pu faire ces 3 terrains complètement passionnants et qui ont commencé à me forger un peu. Mais, à l'époque, dans mon engagement, ma fiction, c'est encore que j'ai besoin de comprendre. Vous voyez? J'ai besoin je suis encore dans cette idée-là, dans l'idée que je vais comprendre les mécanismes mystérieux de l'action sociale. Je suis dans une position d'aventurier découvreur dans ma mystique personnelle. Alors, je fais des petites découvertes rigolotes où j'invente des machins. J'ai des outils théoriques qui me datent encore de l'époque et qui me servent encore. Ça fait de l'usage, les outils, c'est bien, ça se polie. Bon, néanmoins, c'est encore cette position-là. Alors, d'avoir pris cette position hétérodoxe en un sens, assez rare, ça m'a placé dans une position assez difficile par rapport aux institutions, c'est-à-dire que j'avais une thèse pas financée, j'avais besoin d'argent. Alors, j'ai donc assez tôt, dans ma première année de thèse, développé des tas d'astuces pour avoir des sous. Je me suis aperçu qu'on pouvait donner des cours particuliers extrêmement bien payés. Bon, ça c'était une chose. Et puis j'ai commencé à travailler au noir, dans la recherche. Après ma thèse, ou pendant ma deuxième thèse, j'ai écrit des thèses au noir, en sciences de gestion, 2. Très, très bien payées. Donc, je vous raconte ce cheminement d'exclusion progressive du parcours universitaire. Je me retrouve docteur, mais avec un sujet un peu alambiqué. Bon. Et puis, comme je me suis beaucoup investi pendant le mouvement contre le CPE, je sais que je n'ai pas forcément une réputation participer à l'occupation de l'ENS, un peu organiser l'occupation de l'EHESS jusqu'à un certain point. Je sais que je ne suis pas tout à fait en odeur de sainteté dans les milieux universitaires, en tout cas c'est ce que je ressens, je me dis que ça ferait du bien de m'arrêter un peu. Je prends un postdoc au Canada d'1 an. Ça se passe merveilleusement bien. À la fin, il y a la perspective d'un poste. Et là, boum, mon épouse décide de rentrer en France parce qu'elle a besoin de rentrer en France, c'est tout, je ne supporte pas le Québec, elle va rentrer. Et puis elle a une carrière à faire par ailleurs qui est très importante, et pour elle. Et moi, je décide de suivre mon épouse. Et donc, je me retrouve à chercher un poste en France. Pendant 4 ans, j'ai candidaté partout, dans tous les postes de maître de conférences possibles et imaginables au CNRS, et vous n'imaginez pas ce que j'ai pu entendre. Vous avez trop de diplômes, vous faites peur, vous portez un chapeau. Je ne comprends pas pourquoi vous deviez être auditionné, mais en fait non. On ne sait pas ce qui s'est passé. Des confrontations à un milieu comme ça, dont je ne maîtrisais pas les codes, vis-à-vis duquel je n'avais fait aucun effort pour rentrer dans le modèle, c'est-à-dire en gros
se mettre sous une école ou sous un courant de pensée tel qu'à un moment donné on pourra recevoir un soutien, ou être reconnu, ou être identifiable. C'est vrai, ce coup du chapeau. C'est la personne la plus honnête que j'ai eue en face de moi qui m'a dit on ne vous embauche pas parce que vous portiez un chapeau. C'était parfois mais con comme la pluie. C'était effrayant. Qu'est-ce que je viens avec mon chapeau sur la tête à une audition du CNRS? Alors je l'enlève mon chapeau, mais qu'est-ce que je viens avec un Stetson à cet endroit-là, un Borsalino, pardon. Alors moi à l'époque je faisais un terrain avec des Roms à Montreuil. Pendant 2 ans, j'ai travaillé dans un centre d'accueil d'urgence là. Mais j'étais devenu incapable d'avoir la souplesse pour réintégrer mon milieu. Je me souviens d'un moment terrible, j'avais fait un dossier de préparation pour entrer au CNRS en parlant justement de ce terrain-là. Et je tombe, la directrice d'un jury qui était spécialiste des nomades. Bon, or moi, le cœur de mon terrain, c'est que dans le centre d'accueil d'urgence Rome, il n'y avait pas de Roms, et qu'en plus, ils n'étaient pas nomades. C'était des petits paysans roumains. Et au lieu de lui cirer les bottes tranquillement en lui disant « j'ai lu vos livres, ils sont absolument formidables, et bien sûr qu'ils nourriront mon travail de recherche dans ce moment de politesse, etc. » Moi, j'ai dit bah « oui, mais en fait, c'est très intéressant ce que vous faites, mais eux, c'est pas des nomades du tout. » Et donc voilà, l'audition est foutue, d'une certaine manière. Donc ce que je suis en train de vous raconter, c'est un héritage culturel, les diplômes qui vont avec, et à ce moment-là déjà quelques moments de déviance qui font que je deviens de moins en moins intégrable à la structure universitaire. Qui était le découlé normal. Moi je n'avais jamais pensé que je ferais autre chose que prof à la Sorbonne. Enfin je dis ça, une fois que j'ai commencé à prendre des cours là. Je trouvais que c'était chouette, le café était bon, les couloirs étaient confortables, il y avait des cours de philo formidables et passionnants, et moi ça me faisait bouillir le cœur, enfin c'était génial, j'avais envie d'être là quoi. Et puis en fait non, en fait c'était pas possible. Bien. Alors, donc je vous ai parlé des thèses au noir, il faut que je passe au terrain au noir. Donc j'ai commencé à faire des recherches. Est-ce que je peux le dire ça parce que je me filme? C'est embêtant. J'ai commencé à faire des recherches pour des entreprises qui les finançaient sous le manteau, tout simplement. Et puis j'ai commencé à faire des recherches, elles payées, j'étais auto-entrepreneur, vraiment en franc-tireur, tout seul et avec une grande latitude dans la recherche. Par exemple, avec l'ANDRA, l'Agence nationale de gestion des déchets radioactifs, c'est un truc que j'hérite par le CEDCOPRA, par Sophie. En fait, il me pose la question de savoir qu'est-ce qu'ils veulent les opposants et pourquoi ça ne marche pas leur débat public. Et moi, au lieu d'entrer dans quelque chose qui pourrait donner lieu à un autre contrat, je me comporte immédiatement en franc-tireur et je vais faire leur travail pour leur dire, ben voilà, les horreurs qui sont là, les trucs que vous ne maîtrisez pas, en fait, voilà pourquoi en réalité vous êtes tellement vous-même d'accord avec vos propres opposants que dans le fond vos propres ingénieurs sont en dépression nerveuse. Enfin, je suis rentré dans le chou, quoi, puis c'était vraiment passionnant. Ou alors des fois en pleine collaboration avec des CNS, et puis j'ai eu des contrats qui ont marqué mon parcours, qui l'ont distingué, avec Marc Dorcel, qui est une boîte de porno. Où j'ai travaillé sur quelle est la fonction de la sexualité en France. Donc, peu importe, dans le fond, le fait que ça me rende encore plus baroque, encore moins embauchable par qui que ce soit, parce qu'on travaille un peu sur tous les sujets, on n'est pas spécialiste d'un sujet, à part la France peut-être. Moi, ce que ça m'apporte, c'est cette idée que je peux gagner ma vie convenablement, sans aucune forme de contrainte venant de nulle part, en ayant un rapport direct entre mes sujets et moi. Voilà. C'est-à-dire que je me rends compte à ce moment-là, pour de basses raisons matérielles, de devoir financer sa vie alors qu'on ne peut pas rentrer, et sa quête du poste de maître de conférence, à travers des petits boulots, parce qu'ils ne prennent pas beaucoup de temps, très bien payés, et qui sont réellement des boulots d'anthropologue. Donc je commence à me constituer une pratique, en fait, toute bête, de chercheurs indépendants. Et d'ailleurs, pourquoi ne pas en parler ? C'est tout bête, mais le fait d'avoir un petit peu d'argent comme ça, de gagner mieux sa vie qu'un maître de conférence, bon,
ça m'a amené à prendre des engagements. J'ai pris un emprunt à la banque. Et un emprunt à la banque qui m'interdisait, d'une certaine manière, de devenir maître de conf. Parce que c'était beaucoup trop mal payé pour pouvoir le rembourser. Donc, vous voyez l'enchaînement, j'achète une maison, je prends un emprunt à la banque, qui me permettre, à l'époque c'était ça, de rentrer à 1600 net, parce que mon emprunt il est à 1300 par mois. Donc je ne peux plus, c'est fini. Vous voyez, c'est une espèce de série de rebonds comme ça. Bien. Alors, on arrive au sommet des trucs d'exclusion. Vous allez voir à quel moment. Donc, je me rends compte que pendant 4 ans, personne ne veut de moi nulle part. Je refuse le processus de qualification parce que ça devient impertinent pour moi économiquement de devenir maître de conférence. Mais je gagne bien ma vie comme anthropologue et je continue à enseigner ici. Voilà, c'est l'état de ma vie au moment à peu près de la deuxième thèse. Et là, je suis engagé dans un terrain que je fais dans un centre d'accueil d'urgence. Et là, ça, c'est du travail gratuit. Rendez-vous compte. Parce que le sujet m'intéresse, je fais pendant 2 ans un travail auprès d'eux pour savoir pourquoi ça ne va pas marcher. Je sais théoriquement qu'il est impossible d'imposer une culture et d'imposer une culture politique. Ces dispositifs sont là pour ça. Et j'ai envie de comprendre comment et pourquoi, pratiquement, non plus en théorie, ça ne va pas marcher. Effectivement, c'était un échec dramatique de ce point de vue-là, et de tous les autres points de vue d'ailleurs, mais je me dis, tiens, je vais me financer un terrain pendant 2 ans, je vais aller 1-2 jours par semaine, faire ce travail-là, à Montreuil, et je vais en faire un article de théorie. Et là, je me rends compte que j'ai une matière fabuleuse. J'ai un terrain qui m'a été ouvert de manière... Voilà, c'est un vrai très très beau terrain. J'ai le temps de l'écrire. J'ai tout ce que je veux. Les résultats sont passionnants. Il m'est strictement impossible de le publier. Pas parce que les revues sont méchantes. Pas parce qu'elles ne sont pas sérieuses. Parce que je ne suis plus capable d'écrire dans les canons universitaires. Je deviens en quelque sorte à la fois trop proche du terrain, trop délirant, trop dans ma manière de parler, qui est en dehors de toute chapelle universitaire, qui est en dehors des canons d'une certaine manière. Et je suis par contre tout à fait capable d'écrire dans la presse. Je me rends compte d'un modèle de grand reportage ou des choses comme ça. Et vous voyez, un processus d'éloignement. Je suis de plus en plus capable de faire parler mon terrain, plus en plus capable de parler à mon terrain, plus en plus capable de parler aux acteurs politiques de mon terrain, plus en plus capable d'écrire des textes que moi j'estime être plaisants pour moi et qui peuvent plaire à d'autres, etc. De plus en plus incapable de rentrer dans le canon. D'une certaine manière, ces rails un peu biscornus qu'on a vus à l'œuvre m'ont amené à l'incapacité, non seulement, alors je ne me postule plus pour être maître de conf, mais même de publier dans des revues à comité, etc. Alors, je vous rassure, je vous ai étonné, il y a un bout dont je n'ai pas encore parlé, qui est un long moment d'engagement auprès ce qu'on pourrait qualifier de laboratoire privé de nature associative, qui est l'étape avant ma totale autonomisation. En gros, je travaillais beaucoup avec une association pour, au début, construire mon autonomisation dans la recherche. C'est l'étape suivante. J'aurais dû vous donner les dates, ça aurait été plus simple, mais ça fait vraiment trop biographie. Je ne suis pas encore mort. Or donc, pouf, il s'est créé une espèce de scission dans ma tête, d'une manière d'une manière opérationnelle pour gagner des points. On publie dans des revues scientifiques. Et quand on veut faire son travail avec passion, on fait ça autrement. On écrit pour soi, on écrit pour les gens, on écrit à travers quelque chose qu'on va devoir pouvoir leur transmettre, soit par écrit, soit à l'oral. Et puis, s'ils ne sont pas là une fois, on leur laisse en vidéo. Et bon, évidemment, c'est gratuit, il n'y a pas de pub, enfin, ce genre de choses-là. Donc, je commence à complètement changer de modèle. Et donc, dans le cadre de projets européens très très nombreux que j'ai pu recruter à travers cette association qui a été en quelque sorte la continuation de mon travail, c'est-à-dire qu'au début j'ai pris des trucs au noir, ensuite j'étais auto-entrepreneur, ensuite je me suis inscrit dans une association, un laboratoire privé si vous voulez, pour faire des recherches, dans lequel on était très, j'allais dire, passer tout de suite en globish, successful to acquire contracts and clients. Donc on était vraiment très très bon pour avoir des tas de contrats européens. Là-dedans, on pisse de l'article à revue A, littéralement. Quand je dis on les pisse, ça veut dire qu'on les écrit même pas.
En gros, il y a quelqu'un dans le projet qui produit une matrice, on fait des petits commentaires sur Word, etc. Et puis à la fin, boum, ça rentre. Et l'article est publié, et il y a 1, 2, 3, jusqu'à 10 noms d'auteurs, et on est référencé. Et comment voulez-vous après avoir le moindre respect pour ces revues? J'ai écrit des revues de robotique, et j'étais accepté là-dedans, comme si j'avais quoi que ce soit d'un roboticien. Enfin, c'est des choses folles. J'ai signé des articles que je n'avais pas écrits, parce que j'avais rendu d'autres services dans le projet. Donc on se rend compte que dans le fond, ce dernier pôle d'orgueil, il faut que je publie dans des revues cotées, etc., a quelque chose de totalement trivial. Et simultanément, on se dit, mais écrire et écrire pour la communauté de ceux qui écrivent, pardonnez-moi, c'est vital et j'adore ça. Donc, trouvons les autres endroits pour le faire. Voilà. Donc, vous voyez, comme je vous ai fait le récit un petit peu de cette espèce de déviation. Donc, ensuite, à partir de 2013, maintenant je donne les dates, jusqu'à il y a à peu près un an, jusqu'à juillet 2019, j'ai travaillé dans ce cadre associatif en étant d'abord chef de projet, puis responsable des projets dans le cadre de l'association, grâce à laquelle j'ai traversé la France. J'ai eu des contrats de recherche dans toute la France, partout, dans des dizaines et des dizaines et des dizaines de communes. J'ai pu commencer à réellement travailler le pays de ce point de vue-là, beaucoup avec les personnes âgées, avec d'autres populations et beaucoup sur des problématiques de santé. Et puis, finalement, j'ai fondé ma boîte, qui est structurellement un cabinet de conseil, si on peut bien, et où tout simplement Alexandre Duclos conseille, en fait moi, Alexandre, discute avec tel ou tel partenaire pour que j'aille sur leur pays, faire un travail, faire une recherche, etc. etc. Bon, c'est ça le processus d'autonomisation, qui maintenant trouve son point d'acmé dans ce que je voudrais voir devenir un processus purement autonome, c'est-à-dire devenir le conférencier de traverse du pays. C'est-à-dire une espèce de boule de billard qui circule absolument partout et qui partout donne la parole et met en écho ses paroles, pour participer en quelque sorte de ce que moi je perçois comme étant une forme d'harmonie du pays. Bon, voilà. Je me rends compte en vous le disant à quel point c'est un peu taré, mais peu importe. Bien, alors, les dernières choses que je voulais vous raconter, mais ça tombe bien parce qu'il reste 10 minutes. Je vais commencer ce dernier sprint par la conclusion. En conclusion, je disais, voilà, l'engagement tel que je vous l'ai présenté, c'est une déviation à l'intérieur duquel la reconnaissance est un enjeu décisif. Par exemple, je n'ai pas eu la reconnaissance universitaire et bizarrement, j'ai eu une reconnaissance très importante dans la recherche. Dans le privé ou pour des institutions publiques ou sur des territoires. Donc, parce que cette reconnaissance détermine la possibilité de continuer l'engagement et de lui donner un sens. Cette déviation, j'aime bien utiliser, vous voyez, le terme ferroviaire, mais ces rails, cette déviation, il faut bien voir que non seulement l'extérieur y joue un rôle à travers les processus de reconnaissance, mais à quel point c'est accidenté et accidentel. On n'est pas totalement soi-même à l'origine de son engagement. Jamais. D'abord parce qu'on a besoin de ces reconnaissances ou absence de reconnaissance pour que l'engagement ne soit pas simplement une bizarrerie, mais aussi parce que ça surgit d'éléments qui, dans votre parcours, vont vous déterminer ou vous influencer. Bon. Donc, une déviation qui a à la fois un coût social, d'échec, par exemple, de toutes les voies qu'on n'a pas prises, tout simplement, mais aussi, évidemment, un salaire exorbitant. Et le salaire exorbitant, c'est d'avoir l'impression de vivre d'abord de son travail, et non pas d'un emploi. Je ne suis plus employé, je travaille. C'est quand même un énorme changement. Et par ailleurs, je suis au moins en partie à l'origine de ce que je fais. Je suis dans une logique d'émancipation. Maintenant, je voudrais vous décrire un peu le coût. Le coût sur ce que ça change en vous, en moi, cet engagement-là. Et là, je vais me faire auto-anthropologue, quelque chose comme ça. Vous montrer tout ce que ça change. Bon. Alors, au fur et à mesure de ce parcours que je vous ai narré de manière un peu brouillonne, et je m'en excuse, ce qui a changé. D'abord dans l'entretien. Le statut des questions et de ce que je fais a complètement changé. Je suis de plus en plus, et je le ressens comme ça, un mendiant.
Je viens avec des questions que je me pose vraiment. Je ne me dis pas que les gens ont un problème et que moi je vais participer à une ingénierie sociale pour la résoudre. Je me pose une question intime et je viens mendier le fait que on veuille bien m'aimer assez pour participer à ça. Et je sais bien que c'est complètement ridicule. Donc, si vous voulez, c'est vraiment une position dans laquelle, par exemple, quand on entre dans une commune où on va poser des questions, il y a une espèce de sentiment d'humilité, on se sent plus mendiant que le dernier des mendiants. Voilà, donc première chose qui a changé dans le sentiment. Deuxième chose qui a changé, je perds énormément de temps pour en gagner. Par exemple, si je vais commencer un terrain sur comment on marche dans telle commune, parce que la mairie voudrait augmenter les pratiques de marche dans la commune, je ne sais pas, je vais commencer par aller m'asseoir sur des bancs pendant 1, 2, 3 jours, et puis marcher, m'imprégner des choses. Et donc j'ai appris à perdre ce temps pour être capable de poser ensuite des questions dans les termes des gens, pour ne pas être absurde. Donc voilà, ça c'est perdre du temps pour en gagner. Ça c'est littéralement devenu un gimmick de ma pratique d'anthropologue. Dans la façon de parler, les mots utilisés. Je ne sais pas si vous avez déjà pratiqué le français facile, par exemple. C'est assez marrant parce que on va perdre l'habitus, n'est-ce pas, que je reprends ici, d'universitaire, on va perdre toutes les manières de parler qui excluent immédiatement ou qui écrasent ceux à qui on parle. Par exemple, je ne dirais pas saisir le surgissement épiphanique de votre émotion quand je suis sur le terrain. Parce que peut-être la personne va très bien le comprendre, mais ça va me classer immédiatement, socialement, et je n'ai pas du tout besoin de ce classement-là. J'ai besoin d'être le plus insaisissable possible. Ah oui, tiens, je ne l'ai pas mis dans les manières de s'habiller. La plupart du temps, je m'habille un peu n'importe comment. Avec un jean sans âge, mais un complet machin, avec un manteau moche, et puis un Stetson, enfin, un truc avec des signes d'un peu partout, tout, sauf par exemple le déguisement du prof, ou le déguisement que là j'ai, ou par exemple le déguisement du participant au meeting avec le costard Célio, enfin vous voyez, c'est donc, un truc qui soit un peu, pas facile à attraper. De la même manière avec l'accent. Je force un tout petit peu mes habitudes pour, par exemple, laisser aller un accent un petit peu parisien, à l'ancienne, que moi je peux avoir un petit peu facilement parce que j'ai beaucoup écouté Renaud. Alors je ne vais pas le caricaturer, mais simplement comme ça. Et ça permet à la personne de se dire, tiens, c'est peut-être quelqu'un qui est un peu de l'Est, on ne sait pas très très bien où, mais on n'est pas tout de suite classé comme parigot. Bien sûr que je dis que je viens de Paris, c'est pas grave, mais en revanche, dans l'ensemble de la perception sensible de la personne, ne pas prendre tous les attributs de la domination. Oui, je suis universitaire, oui, je suis parisien, en plus je suis un homme blanc, surtout pas. Surtout pas. Et par exemple, un autre, tenez, ça c'est hyper important. Vous voyez dans mes mimiques, dans mes façons de parler, que j'exagère un petit peu, que à Paris, dans les milieux intello, on peut sans problème se permettre une forme de métrosexualité qui laisse place à toutes les ambiguïtés parce que nous sommes des êtres très très libres sexuellement. Bon. C'est complètement inutile dans les terrains hors de ce microcosme. Ça ne fait pas sens. Et donc je me rends compte que tout mon code de bonne public, de bonne pratique, LGBTQIA, friendly, etc., est complètement hors sujet ailleurs, c'est-à-dire qu'il faut en quelque sorte désarmer la question de la sexualité, et pour désarmer la question de la sexualité, même ça, c'est de côté. On se neutralise beaucoup plus simplement que ça, d'une certaine manière, d'autant que plus on s'éloigne de Paris, moins on est dans des endroits névrosés. Je veux dire par là que la production de la norme, elle est dans les grandes villes, et parler de cul dans une banlieue de Lorient, c'est beaucoup plus facile que dans le 7e arrondissement, bêtement. Donc il y a un travail à faire. Je me rends compte que cet engagement a changé ma manière de me positionner, vous voyez, dans la parole, dans les mots, dans le sexe, etc. etc. On continue. Donc je suis obligé d'accélérer fort, parce que c'est bientôt fini. Donc dans le rapport au temps, évidemment, dans le rapport à la virilité, j'en ai dit un mot, dans le rapport à l'analyse. Par exemple, j'avais appris à la fac que Marcel Mauss, en quelque sorte notre maître à tous ici, en tout cas Sophie Pordelpe chez moi, nous disait qu'il fallait respecter la théorie indigène, c'est-à-dire ne jamais surimposer un modèle théorique à une pratique, toujours écouter
disons, la fonction que les personnes, nous par exemple, attribuons à telle ou telle pratique. Bon. Et dans le travail sur le porno, par exemple, ça m'a été hyper utile parce que la réponse qui est arrivée, elle était complètement désarmante. Si j'avais voulu surimposer une théorie, si je n'avais pas respecté la théorie indigène, j'aurais pas pu comprendre d'abord l'extrême banalité du porno, en tous sens, l'extrême banalité, mais aussi et surtout sa fonction policière. Dans le fond, le porno, c'est là pour assurer la police des normes, la police des mœurs. Et c'est utilisé comme ça. Et il fallait vraiment que j'ai de la merde dans les yeux pour pas le voir, parce que quand j'allais dans les Dorsal Stores, je voyais des familles venir, des mamans avec leurs filles, des gens venir célébrer leur mariage. C'était un lieu de production de normes. Alors je sais qu'à Paris, on va être choqué, parce que on est un lieu de production de la norme, mais littéralement, c'est ça qui était en jeu. Bon. Alors, oui, bien sûr. Bien sûr. Il reste 2 minutes, je vais en citer 2 derniers. 3. Bon, ça a changé le rapport au salaire. C'est-à-dire que c'est presque fini. Il en reste que 3. Je suis devenu complètement capable d'accepter un niveau d'incertitude totale par rapport à ça. Et donc, voilà, de dire, quand je veux de l'argent, je vais en chercher. Quand j'en veux pas, quand j'ai moins besoin, je m'offre plus de loisirs. Ça a changé le rapport aux expériences passées, c'est-à-dire qu'effectivement, cette idée de conférence de traverse m'a permis de commencer à tisser ensemble l'ensemble des étapes de mon parcours d'anthropologue, et par ailleurs toutes les expériences entre elles. C'est-à-dire que je fais communiquer mes terrains entre eux, je fais parler mes terrains entre eux, je cesse de les séquencer, etc. Bon, et puis ça m'a radicalisé dans l'exploitation du travail, c'est-à-dire qu'il me devient totalement insupportable, physiquement insupportable, je vais le dire bêtement, hein, une exploitation capitaliste de mes résultats par des entreprises ou par des acteurs ou par des institutions vraiment européennes qui déploient des doctrines ordolibérales, etc. C'est-à-dire que je suis devenu physiquement allergique à cette exploitation-là et donc j'y arrive plus. Je n'arrive plus à faire de projets européens, par exemple, ou de projets financiers. Je n'arrive plus à m'y tenir. Voilà. Donc, il me semble que au-delà de cette espèce de vocation pour le pays que je trivialise, parce qu'effectivement elle est exorbitante, mais en même temps c'est mon plaisir quotidien, c'est le plaisir de mes jours. À travers cette illustration-là, je crois que je vous ai montré un petit peu voilà, ce que pouvaient être dans le fond les tenants et les aboutissants d'un engagement, et puis j'aimerais que vous gardiez en tête quand même ce que je vous ai dit au tout début. Il y a vraiment les rails, hein, l'engagement du corps et du moi, le fait que ça a besoin d'un processus de reconnaissance, et que donc c'est toujours un construit social à partir d'une déviance et d'un excès. Sur ce, j'en ai terminé. Je vous remercie. Et on n'applaudit pas à la fin des cours, c'est fou.